Hey hey! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis ravie d'être là, avec vous pour vous parler d'un sujet qui est un peu rigolo dans son titre, mais qui offre beaucoup de souffrance en fait, qui nous garde dans une grosse souffrance. C'est ce que j'appelle la constipation émotionnelle. Ah, est-ce que ça te parle, la constipation émotionnelle? Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ce soir, on va parler de cet état des choses. La constipation physique, celle dont on parle en règle générale, c'est là où finalement les déchets que tu as créés en consommant des aliments ne sont pas évacués, n'est-ce pas? Est-ce que ça a du sens pour toi? Donc, littéralement, tu peux ne pas aller aux toilettes pendant quelques jours et donc tu as ces déchets qui s'accumulent et qui ne trouvent pas d'évacuation. Et donc tu te sens alourdi, tu te sens pas bien, tu sens que y a littéralement, ça ne circule pas. D'accord? Et que quand tu manges, bah, c'est toujours là, tu as toujours ces déchets non évacués qui te bloquent. Et puis des fois, ça peut même être la cause de symptômes comme des boutons ou causer des véritables problèmes profonds. Aujourd'hui, je te parle des émotions qui ne trouvent pas leur évacuation, en fait. Ok, on va parler de ça pour celles qui ne me connaissent pas ou qui sont nouvelles dans ce groupe. Je suis Marielle Alix et depuis 2012, j'aide les femmes à se libérer de leurs compulsions et de leurs symptômes psychosomatiques en faisant le travail intérieur et en reconnectant avec elles-mêmes, en développant une relation différente avec elles-mêmes, on utilise finalement les symptômes psychosomatiques, les compulsions et autres comme des portes d'entrée pour reconnecter avec soi et renaître à son vrai soi authentique. Donc, voilà un petit peu sur moi. Si tu as des questions plus sur moi, n'hésite surtout pas en commentaire. Pour revenir à notre sujet de la constipation émotionnelle, en fait, ce qui se passe, c'est que nos émotions ne trouvent pas d'évacuation. En fait, elles sont là pour nous alourdir. Et comment te reconnaître en ça? Si, comme je l'ai dit dans certains de mes posts aujourd'hui, tu te retrouves à être quelqu'un qui est un peu cocotte minute dans tes émotions, c'est-à-dire que tout d'un coup tout explose, tu réagis. Si tu es vraiment dans cette réaction et souvent par rapport à des situations qui ne te sont pas finalement si terribles que ça, mais tu réagis hors de proportion, il est possible que tu aies justement ces émotions qui n'ont pas pu trouver évacuation. Il y a d'autres symptômes qui sont alliés à cette constipation émotionnelle. Ce sont quoi? Ce sont ce qui se passe, c'est que en fait, il y a des mécanismes en toi. Tu as développé des mécanismes en grandissant qui ont fait que tu es arrivé à la conclusion que tu n'avais pas le droit d'évacuer tes émotions. Tu avais peur de libérer tes émotions. Peut-être tu as appris à ne pas les exprimer. Est-ce que ça te parle? Si ça te parle, mets en emoji expression, expression des émotions, quelque chose comme ça. Si tu as appris que finalement ce n'était pas sain, que tes émotions ou ta vérité que tu cherchais à exprimer n'était pas exprimable, ou que tu y avait quelque chose qui clochait en toi, si tu es arrivé à ces conclusions-là en grandissant, il est possible que tu as créé ce mécanisme par lequel tu es arrivé à la conclusion que exprimer ta vérité, exprimer ce que tu ressentais, n'était pas safe, n'était pas bien, ce n'était pas acceptable. Dis-moi si ça te parle en emoji, pas acceptable, pas acceptable. Est-ce que c'était l'expression de tes émotions? De quelle manière es-tu arrivé à cette conclusion que tu ne pouvais pas exprimer tes émotions?
Moi, je sais que personnellement, je suis arrivée à cette conclusion que je ne pouvais pas exprimer mes émotions parce que on s'était moqué de moi. Euh, des personnages très importants dans ma vie se sont moqués de moi. Euh, j'ai eu une institutrice de l'âge de 5 à 11 ans qui vraiment m'a montré que qui j'étais ne lui convenait pas. Elle a voulu tout changer en moi, y compris la façon dont j'écrivais avec ma main gauche. Elle m'a transformée en quelqu'un qui devait écrire à la main droite, mais plus que ça, plein de choses, elle m'a brimée, etc., etc. Et je n'ai pas trouvé de secours par rapport à ça. C'est juste pour te donner une expérience et une explication. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les séances d'hypnothérapie que je fais dans mes accompagnements. Eh bien, pour beaucoup d'entre nous, on est arrivé en grandissant, on est arrivé à des conclusions où on s'est dit, ah ok, non, il vaut mieux que je me taise, il vaut mieux que je me taise. Ok, est-ce que ça te parle? Il vaut mieux que je me taise? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as utilisé, tu as appris à utiliser ton contrôle pour ne pas exprimer tes émotions. Parce que sache que quand tu viens au monde, c'est la chose la plus naturelle d'exprimer tes émotions. D'ailleurs, on en parlait avec une de mes clientes récemment qui disait waouh, elle voit son petit-neveu sous un œil différent. Et c'est vrai que voilà, je ne sais plus s'il avait 2 ans, il exprime les choses exactement comme il les ressent. Et toi aussi, tu les as exprimées comme tu les ressentais. Mais on t'a dit non, non, tu es trop ceci ou pas assez cela. Et donc tu as dit oh, ok, je dois, je dois me taire. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'exprimer ma douleur. Si je pleure, on me dit non, mais pleure pas. Ok, je ne peux pas pleurer. Donc, la chose la plus naturelle quand tu viens au monde, c'est d'exprimer tes émotions. Un bébé pleure quand il a faim. Il ne va pas se dire j'attends jusqu'à 7 heures du matin jusqu'à ce que maman se réveille, qu'elle ait fait sa nuit. Non, non, j'ai faim, j'exprime mes émotions. C'est la chose la plus naturelle. Tu es venu avec cette capacité innée d'exprimer tes émotions. Mais en grandissant dans ces années absolument capitales, entre 0 et 8 ans, tu es arrivé à la conclusion je ne peux pas. Et donc, c'est la chose la plus ou la moins naturelle qui soit, finalement, de ne pas exprimer tes émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu utilises et que tu as appris à utiliser le contrôle de tes capacités innées de t'exprimer pour ne pas t'exprimer, pour quelque part répondre à ce que tu pensais étaient les attentes des autres. Est-ce que ça te parle? Tu peux me dire en commentaire attentes des autres ou quelque chose comme ça. S'il y a quelque chose qui résonne particulièrement en toi, ça m'intéresse de voir ce qui résonne en toi. Donc tu as appris à contrôler les choses. Et en fait, rien n'arrive en solo. Quand on a un symptôme ou quelque chose, rien n'arrive en solo parce que tu es le dénominateur commun. Parce que ce qui se passe autour de toi va être le reflet de ta relation à toi-même. Et donc, si tu n'exprimes pas tes émotions, ça veut dire en règle générale que tu es dans le contrôle et tu vas probablement te prendre certains des symptômes autour de ce contrôle, de ce surcontrôle, de cette incapacité à lâcher prise. Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu te rends compte que tu utilises le contrôle pour ne pas exprimer tes émotions? C'est ce que tu as appris. Donc tout ça, ça va te donner quelque part des symptômes autour de ce surcontrôle. D'accord? Ça veut dire quoi? Le perfectionnisme, peut-être. Bonjour, ravi de te voir. N'hésite pas à me poser des questions ou me faire des commentaires. Donc ça va être quoi? Le perfectionnisme, la procrastination, je contrôle. Quand je suis dans le perfectionnisme, je contrôle ce que je fais jusqu'à ce que je sois parfaite, mais je ne suis jamais parfaite. Parce que ma croyance profonde est, je ne serai jamais parfaite, je ne suis pas parfaite. Et ça, c'est quelque chose que tu as appris en grandissant. Donc si tu souffres de perfectionnisme, si tu souffres de procrastination, procrastiner, il y a deux bouts de la procrastination.
Il y a la procrastination, je ne commence pas. Je ne commence pas parce que ça peut déclencher trop de changements profonds. Je ne termine pas parce que pareil, ça peut déclencher trop de... Tu vois, je travaille vachement bien et puis là, dès que ça risque de marcher et que je dois assumer d'être cette personne qui a réussi quelque chose, eh bien, je mets les freins. Ça peut être ce genre de procrastination. En tout cas, je suis dans l'hyper-contrôle des choses. Consciemment ou inconsciemment, est-ce que ça te parle? Dis-moi si tu as des symptômes qui te parlent. Je te parle en connaissance de cause, hein. Tout ça, ça me parle extrêmement fort. Euh, Tu as des exigences sur toi extrêmes. Tu es hyper exigeante sur toi-même. Donc, tu vas pas oser peut-être dire certaines choses. Il faut absolument, ça rejoint le perfectionnisme. Tu as une exigence parfaite. Tu ne t'autorises pas l'échec. Pour moi, pour toi, l'échec, c'est incroyable. Tu ne le vois pas comme simplement je tombe, j'apprends et je reprends la route. Non, non, c'est quelque chose de très lourd à porter. Donc, tu as des exigences sur toi, mais si tu as des exigences sur toi, tu as des exigences sur les autres aussi. Parce que comme je disais tout à l'heure, tout ce qui se passe autour de toi est le reflet de ce qui se passe en toi. Tout ce qui est en toi va se manifester dans l'extérieur aussi. Donc dis-moi si ça te parle. Je suis exigeante avec moi-même et finalement je suis très exigeante avec les autres aussi. Que je le communique ou pas d'ailleurs. Parce que moi je sais que j'ai eu beaucoup ce côté exigence avec moi-même, avoir une exigence sur l'autre, mais peut-être ne pas communiquer mon exigence sur l'autre, mais qui me mène à un autre symptôme finalement, qui est celui d'être toujours déçu. Je suis toujours déçue par les autres. Toujours déçue par les autres parce que je me disais, bah non, ils ne remplissent pas mes attentes, en fait. Mais c'est parce que je ne remplis pas mes propres attentes. Parce que en grandissant, je suis arrivée à la conclusion que de toute façon, quoi que je fasse, ce ne sera jamais suffisant. I am not enough. Ok? Donc ça peut te donner plein de choses comme ça. Mais ça peut te donner d'autres symptômes. Le burn-out. Le burn-out, pourquoi? Parce que quand j'ai ces symptômes de contrôle et de l'hyper-contrôle, je dois tout contrôler. Tout. Les circonstances extérieures à moi, les gens, leurs réactions, leur comportement. J'essaie de tout contrôler. C'est épuisant. Je m'épuise à essayer de tout contrôler. Dis-moi si burn-out, ça te parle. Le people pleasing aussi peut vraiment être un symptôme de l'hyper-contrôle. Okay? On se donne constamment et énormément. Imagine-toi, à nouveau, si tu es une petite fille qui a grandi et qui est arrivée à la conclusion je ne suis pas suffisante comme je suis ne suis pas suffisamment bien. Et Sylvie, oui, voilà, et tout assurer, exactement, tout contrôler, tout assurer. Je porte tout sur mes épaules. Tout sur mes épaules. C'est ça l'hyper-contrôle. Et pour le people pleasing, est-ce que ça vous parle? On s'évertue à donner sans fin. On donne sans fin à l'autre. Mais c'est parce que, en tant que petite fille, tu es arrivée à cette conclusion que finalement, pour avoir l'attention, il fallait être plus, faire plus, être parfaite. Mais finalement, comme tu ne peux pas être parfaite, eh bien, tu essaies d'avoir l'attention et l'amour de l'autre quand tu grandis. Et donc, tu dis, ok, peut-être que je vais donner. Je donne. Finalement, pas gratuitement. Je donne pour essayer d'avoir ce retour d'attention et d'amour de l'autre. C'est en fait un schéma qui a commencé pendant l'enfance. Et en fait, c'est ce que j'explique souvent à mes clientes, c'est que le truc du schéma, c'est que quand tu commences ce schéma, il est sans fin jusqu'à ce que tu l'investigues et que tu ne le brises, littéralement, et que tu te rends compte que tu es arrivé à la fausse croyance dès le début. Okay? Mais tant que tu ne fais pas ça, il y a une petite fille en toi. Par exemple, si tu es dans le people pleasing,
il y a une petite fille en toi qui avait trouvé ce mécanisme de donner, de surdonner, d'essayer de toujours faire plus pour avoir l'attention et l'amour des grands, de ses parents, whatever, autour d'elle, eh bien, tu es toi aussi, si tu n'as pas investigué ça, dans ce schéma qui continue et à chaque, par exemple, nouvelle histoire, je vois ça beaucoup avec les nouvelles relations, que ce soit privées, euh, nouvelle histoire d'amour, mais aussi nouveau job. À chaque fois, je redonne un maximum pour avoir l'amour et l'attention de l'autre. C'est une vision, interprétation erronée. Exactement. C'est une vision, une interprétation erronée. Sylvie, tu as totalement raison. Mais c'est vu du haut de tes petites années. Quand tu es petite, tu n'as pas le choix, tu n'as pas la liberté de dire c'est papa qui déconne ou c'est maman qui dit des bêtises, etc. Tu vois, tu comprends pas ce qui se passe, mais tu remets pas en cause les grands. Pourquoi? Parce qu'à un niveau primitif, tu ne peux pas te le permettre. Ah, merci Isabelle. Je sais ton nom maintenant. Ouais, tellement vrai. Dis-moi ce qui résonne particulièrement en toi. Et donc, en fait, tu arrives à cette vision erronée parce que tu n'as pas ce choix-là, cette liberté-là. Et primitivement parlant, tu es là pour survivre. Et donc, tu peux pas prendre, je dis toujours, tu peux pas prendre ton baluchon et partir, dire non, franchement, je me suis trompée de parents. Ils m'aiment pas comme je mérite d'être aimée. Non, non, tu vas dire non, non, il y a quelque chose qui se passe ici. Et ça doit être moi, ça peut pas être autre chose. Et donc, c'est à moi de m'adapter. Est-ce que ce processus d'adaptation, ça te parle? Ah, Sylvie, tu as été rebelle très tôt. Comment tu t'es rebellée? Comment tu te rebellais? Dis-moi, ce sera très intéressant. Et donc, en tout cas, on peut être dans le people pleasing. Euh, on est au niveau neurologique, le cerveau des enfants n'est pas mature. Yes, absolument, absolument, absolument. Et au niveau neurologique, voilà, et au niveau cerveau primitif, notre priorité, tu verras, Isabelle, si ça te dit de regarder un des ateliers que j'ai fait récemment qui était sur la femme authentique. Dans la séance 1, j'explique ce qui se passe, c'est que quand tu viens au monde, tu as ton moi authentique et tu as deux besoins vitaux. C'est ton moi authentique, mais finalement très rapidement il prend la deuxième place, il ferme, on baisse notre lumière parce qu'on a un autre besoin qui est le premier parce qu'on n'est pas autonome, c'est celui de survivre. Et donc pour survivre, il nous faut être aimé, accepté, intégré dans une famille, dans un clan, une tribu en fait. Et donc on s'adapte pour ça. Voilà. En disant non à mes parents, surtout à mon père. Ah, ok, ok. Et tu étais petite quand tu faisais ça? Et donc quelque part, tu disais non et comment tu te sentais? Tu te sentais pas appréciée? Ou est-ce que c'était pendant les années adolescentes? Parce qu'en fait, il y a deux choses qui se passent quand tu grandis. Si je schématise, tu deviens ce que tu vis. C'est-à-dire que ce que tu vis énergétiquement, comment tes parents, les gens autour de toi se comportent, crée des impressions très très fortes sur ton cerveau. Tu vois, ça s'imprègne, tu t'imprègnes de ça. Et donc, en général, ce qui va se passer, c'est soit tu deviens ça, par exemple, quelque part, je suis devenue ma mère malgré ma rébellion par rapport à devenir ma mère. Parce que ma mère, elle était soumise. Alors, je ne l'ai pas vue quand j'étais petite. C'était ma mère, hein, voilà. Mais en grandissant, j'ai vécu sa soumission. Alors, on se souvient que quand on est petit, on n'a pas l'intellectualisation, la rationalisation des choses. On vit les choses. Donc, j'ai vécu l'effet de soumission de ma mère avec un père qui dirigeait et qui faisait ses choix, et on suivait ce que le père disait. Mais, parce que c'est la chose la plus naturelle, et c'était un truc très très
dans l'époque aussi, en fait. Et donc j'ai pris cette soumission en moi et après j'ai voulu me dépatouiller de cet effet soumission. Mais en même temps, tant que le schéma était implanté, même si mentalement et volontairement je me rebellais, en moi j'avais quand même cette espèce de disque dur de ne pas exprimer, donc de ne pas dire les choses, tu vois, d'être un peu en mode victime, soumission. D'abord avant 10 ans, puis adolescente. Mais à 15 et mes parents divorcés. Ouais, ouais. Et donc, est-ce que ça te parle, Sylvie, ce fait que, par exemple, pour moi, d'un côté, j'ai, malgré moi, suivi le disque dur dont je me suis imprégnée par l'attitude de maman. Donc, on apprend plus de la personne dont on est le même sexe, tu vois. Et Et après, j'ai essayé de m'en tirer. Donc, je me suis rebellée, mais en même temps, il y a une sorte de disque dur, hein, tu vois, qui s'était imprégné dans le conflit. Voilà. Donc, en fait, en tout cas, tout ça, pour revenir, merci pour vos échanges, c'est super. Euh, donc, tout ça fait qu'on grandit avec des énormes attentes sur soi. On essaie de se dépatouiller de tout ça et on a une critique intérieure. Critique intérieure, un jugement de soi et des autres finalement. Et comme je disais tout à l'heure, finalement on en arrive à être toujours déçu. On est déçu de soi, c'est-à-dire que est-ce que ça vous parle? On n'est jamais satisfait de ce que l'on accomplit. Donc en fait on dit ouais mais c'est rien, ou alors j'ai eu de la chance, ou autre chose comme ça. Et finalement on est toujours déçu des autres également. Oui, et pourtant c'est tout ce que je refusais. Eh bien oui, parce que est-ce que tu vois Sylvie? Sylvie me dit oui, et pourtant, c'est tout ce que je refusais, exactement. Et c'est ça le conflit, c'est qu'en fait, on se dit, waouh, je refuse tout ça et je me rebelle contre ça. Et malheureusement, on sent cette espèce de disque dur là, cette façon d'agir ou de penser qui est comme plus forte que nous. C'est parce que c'est ce schéma qui s'installe les premières années de ta vie, en fait. Tu t'imprègnes, ça fait des impressions fortes et ça te crée un disque dur. Et après, la partie volontaire, la partie consciente de nous essaie de se sortir de ça, mais ce n'est pas suffisant. La partie consciente est beaucoup moins puissante que la partie inconsciente. Donc ton disque dur, il va être dans la partie puissante de ton cerveau, le subconscient, qui en fait est responsable de tes actions à 95%. Alors que c'est vrai, dans notre société, on a tendance à vraiment mettre tout le focus sur la partie consciente volontaire. Et voilà, et ça peut créer ton destin, exactement. Jusqu'à ce que tu investigues ton inconscient et ses croyances profondes et cette façon de faire comme si c'était même si ça va à l'encontre de ce que tu as consciemment envie de créer, eh bien crée ton destin. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est repasser par ce côté j'investigue, je vois que, on en revient à cette vision erronée, cette interprétation erronée de petite fille, où je pensais que je devais être autre chose. Il y a un moment où je reprends ma liberté et je peux créer un autre destin parce que je peux déprogrammer ces croyances, reprogrammer de nouvelles croyances qui sont plus alignées avec moi. C'est ce qu'on fait avec mes clientes dans mes accompagnements. Et donc, on a tout ça, tout ça. Et en fait, un des grands symptômes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je disais, voilà, est-ce que tu te sens cocotte minute? Est-ce que ça vous parle ça? Cocotte minute, peut-être que finalement tu réagis à certaines situations. Même si les situations ne sont pas énormissimes, en fait. C'est parce que justement tu as tellement accumulé ces émotions et que tu ne les as pas exprimées, tu ne t'es pas donné la permission de les exprimer, eh bien tout ça s'accumule, s'accumule, s'accumule. C'est un peu comme la vapeur qui s'accumule dans la cocotte minute. Ce sont les émotions qui ont pour rôle d'être traversées et évacuées. Traversées, on en prend l'enseignement et on évacue. C'est comme ça qu'on apprend sur la vie, je vais y revenir. Mais comme on ne le fait pas ça et que finalement on vit les choses, mais on se dit je ne devrais pas le vivre, je ne devrais pas avoir cette émotion, je vais contrôler cette émotion, je ne vais pas l'exprimer, je vais la garder en moi, eh bien c'est comme la cocotte minute où tu as cet effet de vapeur qui s'accumule, 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 et puis tout d'un coup, psh, ça explose. C'est ça.
en fait, dont on parle. Et un autre symptôme dont je voulais parler, donc celui qui m'a parlé très très fort pour moi, et qui était vraiment cette manifestation de, comme tu disais Sylvie, ce destin, euh, malgré mes efforts de faire tout bien, mon corps a parlé pour moi. Donc moi j'ai gardé des émotions bien bien au fond, je me suis empêchée d'exprimer des choses qui m'avaient heurté, des douleurs que j'avais vécues. Je ne me suis pas donné ce droit parce que je n'étais pas dans un environnement qui disait oui à cette expression. Et finalement mon corps a parlé pour moi par des choses pas trop visibles de l'extérieur, donc je pouvais encore contrôler pour ne pas le montrer. Donc par mes règles douloureuses, déjà, ça c'est un big clou, en général un gros indice sur notre relation à nous-mêmes, ma relation à mon corps et à la nourriture. Et donc quand on se sent hors contrôle et qu'on essaie de tout contrôler et que finalement on se dit mais j'arrive à rien contrôler, pour beaucoup de nous, la nourriture va venir dans ça. C'est-à-dire que quand on commence à manger moins par exemple ou manger différemment et que par exemple on perd du poids, eh bien, il y a un côté de nous qui se dit ah, là, je peux contrôler, enfin quelque chose que je peux contrôler. Et donc, il y a une partie de nous qui aime contrôler ça. Donc, pour beaucoup de nous, la relation au corps, à la nourriture, peut être une façon de contrôler quelque chose parce que tout est tellement incontrôlable autour de nous. Et donc, c'est vraiment un symptôme que l'on peut avoir. Et donc, moi, j'ai eu tout ça. Et j'ai eu aussi la dermatite, qui est une grosse inflammation rouge sur mon visage et là je pouvais plus le cacher et c'était la cata. Mais dans quel cadre les exprimer? Oui, ben c'est ça, c'est-à-dire que quand tu es petite, dans ce que tu as vécu, il faut avoir beaucoup de compassion pour toi par rapport à ce que tu as vécu parce que tout simplement tu ne pouvais pas les exprimer pour toi dans cet environnement où tu étais, probablement. Ce n'était pas possible. Donc tu peux avoir de la compassion pour la petite fille, donc ton enfant intérieur, la petite Sylvie que tu étais, qui ne pouvait pas se permettre d'exprimer les choses parce qu'on ne lui avait pas appris et on ne l'autorisait pas. Peut-être son espace de liberté. Et en fait, maintenant c'est ce qu'on apprend. Maintenant ce qui est fabuleux, c'est que je travaille avec des femmes qui souvent sont mamans. Et en fait, quand elles sont mamans, ce qui est fabuleux, c'est que elles développent un nouveau rapport avec elles-mêmes, avec leur corps, mais aussi avec leurs émotions. Et elles s'autorisent à ressentir les émotions. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles vont me parler de certaines choses qui se sont passées où elles ont encouragé leurs enfants à exprimer leurs émotions. Donc voilà, elles vont passer ça à la prochaine génération. Elles vont briser cette espèce de lien générationnel, intergénérationnel, où on ne disait rien et on gardait tous en soi. Donc Isabelle, les mots, oui, les mots et les mots de ventre. Voilà. Et comme tu sais Isabelle, le ventre, c'est lui qui nous parle. C'est notre partie intuitive, c'est notre second cerveau, si c'était le premier d'ailleurs. Donc on ressent beaucoup, beaucoup les choses par le ventre. D'accord? Et donc en fait, merci de vos échanges. Donc en fait, ce que l'on apprend, c'est avoir de la compassion pour la petite que nous étions. Et puis maintenant, on peut avoir, c'est ce que l'on fait dans mes accompagnements, on apprend à exprimer ses émotions. On se redonne cette permission. Et là, en fait, on peut se donner le cadre, un cadre qui est safe pour le faire. On n'a même pas besoin de l'autre si nécessaire. On peut apprendre à communiquer à l'autre, et c'est vrai qu'on le fait, mais on commence déjà par s'autoriser soi à se dire je suis malheureuse, ou ça me fait souffrir. Souvent, ce que je vois avec mes clientes, c'est qu'en fait, on doit reconnecter avec l'émotion en premier lieu, parce qu'on l'a tellement cachée, on a été tellement bonne à les cacher. Est-ce que ça vous parle, ça? Moi, je sais que ça m'a beaucoup parlé, parce que quelque part, j'avais l'impression que si j'admettais la douleur, quelque part, c'était comme admettre un échec. Donc là, on apprend, pouf,
tout le contraire. Dans mes accompagnements, on apprend tout le contraire. On se redonne la permission de ressentir. Tu ne peux pas avoir le contrôle de tes émotions, c'est ça. Les émotions sont incontrôlables et si tu ne peux pas le vocaliser pour toi-même, eh bien ton corps peut-être n'aura d'autre choix à un certain moment que de le verbaliser pour toi, de le manifester pour toi. Voilà. Donc en fait, on apprend, et donc ça je vais en parler comme des techniques que l'on peut apprendre pour s'autoriser à ressentir et s'autoriser à exprimer. Voilà, comme une faiblesse. Mais ce n'est pas une faiblesse, et on l'a ressenti comme ça, forcément, avec les croyances avec lesquelles, les croyances auxquelles tu es arrivé et nous sommes arrivés. Comment aurait-il pu être autrement que de penser, bah, c'est une faiblesse de ressentir ce que je ressens. Mais maintenant, tu sais que c'est le contraire. C'est une force, ressentir. Tes émotions passent. C'est exactement la même chose que quand tu tombes et que tu te fais mal au genou, que tu te blesses le genou. Il y a douleur, il y a pleurs, tu exprimes. Ensuite, tu guéris, donc tu passes quelque chose pour ne pas que les bactéries prennent le dessus. Tu fais ce qu'il faut pour guérir ça, pour que ça forme une belle cicatrice. Eh bien, pour les émotions, c'est pareil. Les émotions, quand tu as une douleur psychique, tu l'exprimes, donc tu te donnes l'autorisation de ressentir. Et c'est ça le truc qui est important à comprendre, mais c'est pas important à comprendre, c'est important à ressentir. À ressentir que, pourquoi je contrôle mes émotions? Parce que je pense que si je les contrôle, je les bloque, je ne les regarde pas, je ne les entends pas. Indirectement, c'est ce qu'on a cherché à faire. À ne plus être heurté par nos émotions. Mais c'est le contraire qui se passe, en fait. C'est plus vite tu te permets de dire « Ah oui, quand ceci se passe, ça me fait me sentir triste. » Ou alors je ressens de la colère. Ou alors je ressens de la colère parce que. Plus vite tu te permets ça, plus vite tu peux en retirer l'enseignement, l'émotion est évacuée et tu peux passer à autre chose. Et elle sort de ton ciel, de ta météo. Oui, le corps parle à notre insu. C'est-à-dire, le corps, c'est le message de ton inconscient, de ton moi authentique. Est-ce que ça a du sens, Isabelle? À notre insu, à l'insu de notre partie qui rationalise, qui dit non, non, mais je ne devrais pas ressentir ça. Peur d'être exclu est insupportable. Eh bien voilà. Donc ça veut dire la peur du jugement de l'autre, c'est ça quelque part. C'est probablement ce que tu as vécu, Isabelle, c'est que, voilà, ah, la petite que tu étais est arrivée à cette conclusion. Ah, si je dis ce que je pense, et si par exemple je pleure, on va me dire non, non, au coin. Moi, je vais apprendre, ah, quand je pleure et je montre mes émotions, je suis exclue. Je schématise, mais ça peut être ça ou autre chose. Mais c'est la petite fille en toi qui est arrivée à cette conclusion. Et ça, c'est insupportable, et c'est absolument insupportable. Pourquoi? Parce que pour une partie de toi, c'est juste pas possible. Tu n'as pas le droit de te retrouver toute seule. Si on t'exclut, toujours être banni aujourd'hui est toujours le truc le plus terrible qui soit. On bannit. Si tu es banni, si tu es exclu quand tu es petit, ça veut dire que tu ne vas pas survivre pour une partie de ton cerveau. Donc absolument. Donc tu deviens enfant sage, voilà. Et donc tu arrives à la conclusion peut-être, Isabelle, que si je suis sage et peut-être si je mets les besoins des autres en premier, eh bien là je vais avoir de l'attention et de l'amour et c'est ce schéma-là qui s'imprègne, qui crée une impression profonde en toi et qui perdure, qui devient une sorte de disque rayé. Exactement cela à la maternelle, primaire, ouais, c'est ça, tout ça, tout ça. Donc tout ça. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à cet effet des émotions qui s'empilent, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je parle de constipation émotionnelle? C'est qu'en fait, elles sont coincées et que des fois elles ressortent par le corps, un petit peu comme quand tu souffres de constipation chronique, eh bien tu vas avoir des boutons.
Mais c'est finalement les déchets qui essaient de sortir par la peau. C'est pareil pour les émotions. Donc c'est exactement de ça dont on parle. Et en fait, ces émotions, elles cherchent à sortir. Elles cherchent à sortir. Et donc si tu te retrouves à tout d'un coup exploser ou te sentir particulièrement émotive par rapport à certaines choses que tu observes, euh, et ça peut être des histoires que tu entends, que tu lis, que tu vois à la télé, que tu vois sur internet, whatever, si elle provoque en toi une réaction émotionnelle très forte, que tu la verbalises ou pas, c'est qu'en fait, c'est le reflet de quelque chose, c'est le reflet d'une émotion que tu as vécue et que tu n'as pas pu évacuer. Donc voilà l'importance d'évacuer. Autant c'est important d'évacuer nos déchets physiques, et autant c'est important d'évacuer nos déchets, nos transmutations d'émotions. Ok? Super important. Et tant que tu fais pas ça, finalement, est-ce que tu vois que quelque part, eh ben, ça nous laisse en mode victime quelque part? Parce que c'est ce que on disait, c'est que quelque part, c'est comme s'il y avait des choses plus fortes que nous qui se produisaient à notre insu. Et on a beau être super fortiche et on essaie d'y mettre encore plus de contrôle. On se dit, mais je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Donc on dit, mais encore plus de contrôle. Et plus tu mets de contrôle, moins ça marche. C'est déjà là avant l'événement. Ouais. Donc en fait, il y a vraiment tout ça qui se passe et ça te garde en une espèce de victime parce que tu dois apprendre à ressentir et exprimer, évacuer tes émotions. Donc, en fait, il y a deux méthodes pour ça, d'accord? Déjà, d'une part, ce qui peut être important, c'est de faire une liste de ce pourquoi tu as le contrôle, ce sur quoi tu as le contrôle. Résidu émotionnel, yes, c'est très frustrant. Ben oui, c'est frustrant, mais tu vois, ça ne va pas marcher avec le conscient. C'est ça et la volonté pure. La volonté pure ne marche pas. Parce qu'il y a ce disque dur qui pense qu'il te fait une favor, qui te sauve, hein, parce qu'il garde le schéma familier. Et donc voilà, tu as des résidus émotionnels. Donc tu as besoin déjà, pour tous ces symptômes autour du contrôle, il y a besoin de quoi? Déjà, de te faire peut-être une liste de ce sur quoi tu as le contrôle et ce sur quoi tu n'as pas le contrôle. Parce qu'en vérité, tu n'as pas le contrôle sur l'extérieur. Mais tu as le contrôle sur toi. Trois choses: tes pensées, tes paroles, tes actions. Et quand les trois sont alignés, tu crées la vie que tu veux créer. Donc c'est ce sur quoi on travaille dans mes accompagnements forcément. On utilise l'hypnothérapie pour déprogrammer les croyances qui n'ont plus lieu d'être, parce que tu n'es plus le bébé ou la petite fille qui n'était pas autonome. Tu es une femme autonome maintenant. Tu peux faire tes propres choix. Tu es une femme compétente. Tu as accompli plein de choses. Tu n'es plus ce petit bout de chou là. Donc c'est ce qu'on fait dans mes accompagnements. On déprogramme avec l'hypnothérapie, on reprogramme de nouvelles croyances empuissantes. Et tu commences à vraiment à agir chaque jour en alignement avec ton moi profond. C'est tout ça que l'on fait dans mes accompagnements, c'est super important. Et donc les trois choses que tu peux contrôler sont tes pensées, tes paroles et tes actions. Tu ne peux pas contrôler les autres, tu ne peux pas changer les autres, le comportement des autres. Je sais, on a tous essayé, mais je vais te dire quelque chose qui est absolument fabuleux. Je dis ça et pourtant ce n'est pas totalement vrai. Tu peux changer les autres. Mais c'est pas toi qui décides, c'est pas toi qui choisis. Je peux te donner des exemples de clientes pour lesquelles, en changeant leur comportement, elles ont vu les gens autour d'elles changer. Pourquoi? Parce que tu ne changes pas parce que quelqu'un te demande de changer. On a tous essayé, n'est-ce pas? Si je te dis de ne pas faire ceci ou de faire cela, tu ne vas pas écouter, tu ne vas pas changer.
Mais si moi, dans mon intégrité, je deviens quelqu'un qui, par exemple, qui range bien ou qui fait quelque chose avec toute authenticité. Donc, je vais te donner un exemple aujourd'hui d'une cliente qui me disait ça. Elle a commencé vraiment à exprimer ses émotions, donc dire voilà, et vraiment à lâcher, en fait. Lâcher un surpoids sur ses épaules. Et elle disait exactement ça, en fait. J'ai commencé à avoir plus de compassion pour moi, j'ai commencé à me faire du bien et à ne plus essayer de tout contrôler. Eh bien, elle a vu un changement chez son père et sa mère, qui sont tout d'un coup qui commencent à mettre leurs propres limites personnelles en place. Pourquoi? Pas parce qu'elle leur a dit de mettre leurs limites personnelles en place, mais parce qu'elle le fait elle-même. Elle dit plus je mets mes limites personnelles en place, plus je vois des choses fantastiques autour de moi, des choses positives, y compris les gens qu'elle aime. Bonjour Christine. Donc tout ça qui se passe, tu peux changer les autres autour de toi. Pareil pour des mamans avec lesquelles je travaille. Quand une maman se permet d'exprimer les choses, eh bien elle voit ses enfants et son mari changer autour d'elle. Mais pareil, pas parce qu'elle a essayé de changer tout le monde. C'est indirect, c'est une question d'énergie. Je vous invite à regarder ce qui se passe quand on vous dit de faire quelque chose. Il y a un petit peu aussi le côté, en général, si moi je te dis de changer quelque chose, c'est probablement parce que je ne le fais pas. Parce que le fait, par exemple, que tu ne ranges pas ta chambre, eh ben, ça va m'énerver moi, parce que c'est peut-être un problème que j'ai en moi. Je ne range pas, je suis pas assez, je ne range pas ma chambre. Ou quelque chose comme ça. Tu vois, je suis bordélique, par exemple. Mais si je suis bordélique, c'est un peu... faut y réfléchir. Si je suis bordélique, c'est trop difficile pour moi, douloureux pour moi, d'accepter mon propre bordélisme. Alors ça va être beaucoup plus facile pour moi de le voir dans l'autre. Et donc je vais dire à mon mari, écoute, quel bordel, ou à mon enfant, mais franchement, quel bordel dans ta chambre, il faut vraiment que tu ranges. Mais c'est parce que je n'ai pas pu le voir en moi. Par contre, si je règle ça et je redeviens à moi, parce que je me dis finalement, j'aime bien ranger et avoir un certain ordre autour de moi, et que je me rends compte que finalement ça va me changer la vie en bien, et que je range ma chambre et que je suis moins bordélique, que je suis plus organisée, eh bien comme par miracle, probablement que la personne autour de moi va, euh, va en fait changer, va commencer à ranger, ou créer une sorte d'ordre, mais ce ne sera pas parce que je lui aurais demandé de faire ça. Et ton FB Live de la semaine dernière, oui, donc c'était sur ça, hein, c'était... rappelle-moi Sylvie, parce que c'est vrai que j'en fait, je parle tous les jours hein, avec mes clientes, mais c'était... oui, ça va passer, c'est ça. C'était ça va passer, c'est ça? C'est pas ça? Euh, voilà, en fait. Donc j'espère que ça a du sens tout ça. En tout cas, donc déjà faire le mapping de ton contrôle. Tu ne peux contrôler que toi, la façon dont tu penses, dont tu parles, dont tu agis. Tu ne peux pas changer les autres. Donc déjà, ce qui est superbe dans cette vraie liste, fais une liste. Je peux contrôler, je ne peux pas contrôler. Tu te rends compte qu'il y a très très peu que tu peux contrôler. Et ça te libère parce que dès que finalement il y a une circonstance extérieure, tu dis ah ben ok, bon ça c'est hors de moi. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir de faire? Qu'est-ce qu'il est en mon pouvoir de faire? Je réponds à cette question et le reste, je ne peux pas. Voilà. Transfert. Hein. Ouais. Et donc il y a tout ça. Et en fait, tu apprends aussi à lâcher tes émotions. Donc là, pour ça, tu te crées en fait un espace. Alors soit tu écris, soit tu t'enregistres. Tu lâches ce que tu ressens dans ton espace de liberté à toi. Tu l'écris, tu t'enregistres comme tu veux. Quand tu es prêt, tu te relis ou tu te réécoutes pour voir s'il y a des enseignements qui ressortent, des schémas, des prises de conscience. Ensuite, tu vas dire ton mantra pour lâcher les émotions, c'est-à-dire, voilà, que je relâche. Ensuite, tu vas remplacer cet espace, ce vide que tu as créé, parce que tu as lâché tes émotions, donc finalement, tu as libéré une partie de toi par de nouvelles appréciations, gratitude. D'accord? Et voilà. Donc en fait, ce sont ça,
ce sont les étapes en fait. C'est vraiment t'autoriser à lâcher. Et si tu crées ton espace de liberté pour t'autoriser à ressentir ce que tu ressens et les voir partir. Tu les verbalises. J'ai une cliente qui me disait, mais verbaliser a tout changé pour moi. En fait, je m'autorise à ressentir et ça a tout changé pour moi. Et peut-être avez-vous vu ce commentaire dans un de mes posts, mais littéralement, même physiquement, elle se sent plus légère au niveau de ses épaules, ses trapèzes, parce qu'elle porte moins. Et pour beaucoup de personnes qui ont des addictions au sucre, ou qui ont une enveloppe charnelle qui est plus que ce qu'elle n'aimerait, eh bien, c'est la même chose. Parallèlement à la façon dont elle s'allège émotionnellement, psychiquement, elle se permet de s'alléger physiquement. Waouh, waouh, waouh. Ok, j'espère que ça vous a parlé. Merci infiniment pour les échanges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à me taguer @mariellalix pour que je vois bien vos commentaires parce que des fois je les rate. Voilà, je serai enchantée d'y répondre. Si vous avez des sujets, j'en profite aujourd'hui pour dire, si vous avez des sujets de lives que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez surtout pas à me faire des suggestions. Peut-être mieux en commentaire privé par Messenger, ce serait top. On va à Facebook ou Instagram. Hein. Et donc, moi, je verrai si c'est quelque chose qui est dans mon remit de vous parler. Et également, si vous avez des petites questions, j'aimerais bien faire un Q&A, un question-réponse. Envoyer des petites vidéos de réponses à vos questions que je pourrais préparer pour le groupe Renaître à soi. Ce sera avec un grand plaisir de répondre à vos questions à vous parce que potentiellement, eh bien, voilà, peut-être que je ne pense pas à aborder des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur. Il y a peut-être des choses qui vous titillent. N'hésitez surtout pas à le communiquer. Bonjour Michel, bonjour Christine. Christine, écoute, oui, voilà, écoute le replay, s'il te plaît, et n'hésite pas à poser des questions. Sandra, merci de ton écoute, très belle soirée. Isabelle, Michel, bonjour, mais finalement ça va terminer dans quelques instants, mais n'hésite pas à regarder le replay. Je vous souhaite une très très belle soirée et je suis là pour vous, n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Super, le passage à l'action. Ah, ok, right, ok. Ok, merci Christine, merci Christine. Et dites-moi en commentaire quel est le haha, quelle est l'appréciation la plus grande de ce dont j'ai parlé, de cette constipation émotionnelle, ce qui a particulièrement résonné en vous ce soir. Ça me ferait plaisir de voir ce qui vous parle particulièrement. Belle soirée tout le monde, ciao.